La série L'homme qui valait 3 milliards, connue dans le monde anglophone sous le titre The Six Million Dollar Man, a transformé l'idée de l'homme cyborg en une légende absolue de la télévision américaine. 5 saisons, 108 épisodes. Et encore aujourd'hui, ce son électronique sur fond de ralenti nous propulse instantanément dans les années 1970. Saviez-vous que l'un des acteurs de cette série est devenu le premier dans l'histoire de la télévision à incarner le même personnage simultanément sur 2 grandes chaînes américaines rivales, ABC et NBC? Saviez-vous que la vedette principale de l'émission avait perdu ses 2 parents avant l'âge de 2 ans, avait grandi dans une famille qui l'avait recueilli et était devenu l'un des visages les plus reconnaissables d'Hollywood? Saviez-vous que l'un des acteurs clés du casting avait remporté l'Oscar et le Tony? Enregistré la voix originale de HAL 9000 pour 2001, l'Odyssée de l'espace, et n'était pourtant apparu dans la série que le temps d'un seul téléfilm pilote. Découvrons ce que sont devenus les hommes et les femmes qui nous ont offert ce monde inoubliable de héros bioniques. Où en sont-ils aujourd'hui? Que leur est-il arrivé? Certaines réponses vont vous surprendre. Numéro 1, Martin Balsam dans le rôle du docteur Rudy Wells. Martin Balsam apparaît dans le téléfilm Pilote de l'homme qui valait 3 milliards en 1973 dans la peau du docteur Rudy Wells, le scientifique qui reconstruit un pilote brisé et en fait l'homme du futur. Balsam avait alors 53 ans et c'était un rôle qu'il endossait au sommet d'une carrière extraordinaire dont la véritable envergure échappait à la plupart des fans de la série, car Martin Balsam était oscarisé. Meilleur second rôle masculin pour A Thousand Clowns en 1965, lauréat du prix Tony à Broadway. Le public le connaissait pour son rôle de l'inspecteur Arbogast dans Psychose de Hitchcock 1960, pour 12 hommes en colère 1957, pour Diamant sur canapé, Catch 22, Les hommes du président. Des dizaines de films qui appartiennent désormais au patrimoine du cinéma mondial. Voici ce que l'on ignore presque universellement. Balsam avait enregistré la voix originale de l'ordinateur HAL 9000 pour 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Kubrick l'a finalement remplacé. Sa raison? Un acteur oscarisé, coupé au montage. Cela n'arrive qu'à Hollywood. Dans sa vie personnelle, il s'est marié 3 fois. De sa 2e union avec l'actrice Joyce Van Patten est née sa fille Talia Balsam, qui a elle aussi embrassé la carrière d'actrice. Dans ces dernières années, il a beaucoup travaillé en Italie, où il était une véritable star du cinéma policier, adulé là-bas autant qu'aux États-Unis. Le 13 février 1996, Martin Balsam est mort d'un accident vasculaire cérébral à Rome. Il avait 76 ans. L'homme qui avait donné corps au Dr. Wells et mis en scène la première séquence de Steve Austin s'en est allé discrètement, beaucoup plus discrètement qu'il ne le méritait. L'Oscar, le Tony, Broadway, Hitchcock, Kubrick et un seul téléfilm pilote, là où tout avait commencé. Numéro 2, Darren McGavin dans le rôle d'Oliver Spencer. Darren McGavin apparaît dans le téléfilm pilote de 1973 dans le rôle d'Oliver Spencer, un fonctionnaire gouvernemental froid et cynique qui prend la décision d'investir 6 millions de dollars pour transformer un pilote agonisant en arme. McGavin avait 50 ans. Son Spencer n'avait rien de commun avec le sympathique Oscar Goldman de la série régulière. C'était un pragmatique calculateur qui voyait en Austin non pas un être humain, mais un investissement. Ce que peu de gens savaient sur McGavin. Il a grandi quasiment sans repères familiaux. À l'adolescence, il s'échappait des foyers où on le plaçait, a vécu un temps au sein d'une communauté amérindienne au bord d'une rivière et a dormi sous un ponton à San Francisco, un homme entièrement fabriqué de ses propres mains, au sens le plus concret du terme. Son rôle le plus marquant fut celui du reporter Karl Kolchak dans Kolchak, le justicier de la nuit, 1974 à 1975, une série policière à saveur fantastique, diffusée pratiquement en même temps que les Bioniques. 2 succès simultanés. Mais l'immortalité est venue d'un endroit totalement inattendu, le rôle du père, narrateur d'une comédie de Noël américaine, culte intitulée A Christmas Story, 1983, dont la voix portait chaque scène et qui est rediffusée chaque année depuis lors aux États-Unis. Dans les années 1990, il reçut une nomination aux Emmy Awards pour la série Murphy Brown. Le 25 février 2006, Darren McGavin nous a quittés à l'âge de 83 ans.
Son Spencer n'est apparu que dans ce seul téléfilm pilote, mais c'est lui qui se trouvait là, à l'origine de toute l'histoire. Et l'héritage perdure. Numéro 3, Alan Oppenheimer, dans le rôle du docteur Rudy Wells. Alan Oppenheimer fut le deuxième acteur à incarner le docteur Rudy Wells, et celui qui fit entrer le personnage dans la série régulière. Les 2 premières saisons lui appartiennent entièrement. Il avait 43 ans lorsqu'il prit le rôle du scientifique qui fit de Steve Austin un homme d'un genre nouveau. Son Wells était chaleureux, légèrement paternel, et c'est exactement ainsi que les spectateurs des premières saisons le gardent en mémoire. Mais la plupart des enfants ayant grandi dans les années 1980 ne le connaissaient pas par son visage, ils le connaissaient par sa voix. Alan Oppenheimer est Skeletor dans He-Man et les Maîtres de l'Univers. Il est Ming le Cruel dans Flash Gordon. Il est Vanité dans les Schtroumpfs. Il est Falkor, Gemork et le narrateur dans L'Histoire sans fin. 1984. Sa carrière dans le doublage est un véritable empire de personnages iconiques qui ont marqué des générations entières. Une anecdote savoureuse. Quand Oppenheimer quitta le programme pour un autre projet et fut remplacé par Martin E. Brooks, les 2 hommes rirent beaucoup de la symétrie. Des années plus tôt, Oppenheimer avait lui-même pris la place de Brooks dans une production à Broadway. Le monde du spectacle est décidément très petit. En mars 2025, à 94 ans, Oppenheimer n'a pas pu se rendre à une convention de fans en raison d'une pneumonie. En 2026, il fêtera ses 95 ans. Il est le patriarche vivant d'un âge d'or de la télévision américaine. Et il est toujours parmi nous. Numéro 4, Martin E. Brooks dans le rôle du docteur Rudy Wells. Martin E. Brooks fut le 3e et dernier acteur à incarner le docteur Wells, et celui qui tint le rôle le plus longtemps, de la 3e saison jusqu'à la fin de la série, plus les 3 téléfilms de retrouvailles. Lors de sa première apparition à l'écran, en 1975, il avait 49 ans. Son Wells gagnait en indispensabilité à chaque saison, non plus seulement le scientifique, mais la boussole morale de tout l'univers bionique. Ce que presque personne ne savait sur lui, son vrai nom était Martin Baum. Il avait servi dans la 11e division aéroportée dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale et avait été décoré de la médaille du cœur pourpre pour blessures reçues au combat. Après la guerre, ce furent l'université, Broadway, un ennemi du peuple d'Arthur Miller, une nomination au prix Tony. Une solide formation théâtrale avant que la télévision n'entre dans l'équation. Avec Richard Anderson, Brooks est entré dans l'histoire comme le premier acteur à incarner simultanément le même personnage sur 2 chaînes américaines rivales, ABC et NBC. C'était à l'automne 1977 et cela n'avait aucun précédent dans l'industrie. En 2014, à 88 ans, Brooks sortit un album de musique intitulé « A Life Filled with Love », des enregistrements de chansons qu'il avait composées dans les années 1960 et conservées près de lui pendant des décennies, car il était aussi musicien et auteur de 2 romans, et dramaturge avec une pièce qui fut un temps envisagée pour Broadway. Le 7 décembre 2015, Martin E. Brooks mourut de cause naturelle à Studio City. Il avait 90 ans. Lindsay Wagner écrivit sur son site « Quelle joie immense ce fut de le connaître et de travailler avec lui ». Le dernier Dr. Wells se révéla être l'une des personnes les plus authentiques que la série ait jamais comptées. Numéro 5, Richard Anderson dans le rôle d'Oscar Goldman. Richard Anderson, c'est la voix. Cette voix du générique de chaque épisode, Code 2. C'est lui qui prononçait ces mots chaque semaine. Et c'est lui qui incarnait Oscar Goldman, directeur de l'OSI, et, sans doute, le meilleur ami de Steve Austin. Anderson avait 47 ans lorsqu'il endossa ce rôle en 1974, le portant simultanément dans 2 séries à la fois. Ce fut Anderson, avec Brooks, qui entra dans l'histoire comme le premier acteur à jouer le même personnage sur 2 chaînes rivales. ABC résista fermement. La chaîne ne voulait pas que son personnage travaille pour NBC. Anderson tint bon, et il gagna. Dans sa vie personnelle, c'était un homme d'une élégance discrète. Il collectionnait les automobiles de collection, dont une Bentley Continental Flying Spur de 1957. Il était un joueur de tennis assidu et un mécène généreux. Lee Majors l'appelait « Code 4 » pour sa classe et son maintien naturel. Avant la franchise Bionic, il avait travaillé avec Kubrick dans Les Sentiers de la Gloire, joué dans Planète Interdite et tenu un rôle dans 7 jours en mai. Il s'est marié 2 fois.
De son union avec Katharine Thalberg, fille du légendaire producteur de la MGM Irving Thalberg, il eut 3 filles. L'une d'elles, Brooke Anderson, est devenue diplomate et ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies. La poupée d'Oscar Goldman, avec sa fameuse mallette explosive, s'est vendue par millions. Le 31 août 2017, Richard Anderson mourut à son domicile de Beverly Hills. Il avait 91 ans. C'était un ami cher et fidèle, et je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui, dit Lee Majors. Oscar Goldman avait survécu à tous ses héros bioniques. Numéro 6, Jennifer Darling, dans le rôle de Peggy Callahan. Jennifer Darling interpréta Peggy Callahan, la secrétaire d'Oscar Goldman, et devint l'un des visages les plus constants de tout l'univers bionique. Elle avait 27 ans lorsqu'elle endossa ce rôle d'assistante loyale et chaleureuse. Peggy n'était pas la protagoniste, mais son visage apparaissait à chaque saison, une note de normalité au milieu des missions secrètes et des conspirations gouvernementales, ce qui rendait la situation de Darling unique. Elle apparaissait en tant que Peggy, à la fois dans L'homme qui valait 3 milliards et dans Super Jaimie, même après que cette dernière eut migré d'ABC vers NBC. Cela nécessita des négociations séparées entre les chaînes, mais les spectateurs obtinrent la continuité à laquelle ils étaient attachés. Parallèlement au bionique, elle figurait au générique d'une populaire sitcom américaine, 8 is Enough, puis vint sa seconde carrière, dans le doublage. Irma dans les Tortues Ninja originales, 1988 à 1994. Ayeka dans Tenchi Muyo, des voix additionnelles dans Le Géant de Fer, Monstres et compagnie, Tarzan et des productions Disney et Pixar. La liste est considérable. Jennifer Darling a accompagné l'enfance de plusieurs générations par sa seule voix. Née à Pittsburgh le 19 juin 1946, elle dansait depuis ses 3 ans et chantait à la télévision dès 14 ans. Elle est diplômée de l'université Carnegie Mellon. Elle fut mariée à Paul Hitkin, qu'elle avait rencontré pendant ses études. En 2026, Jennifer Darling a 79 ans. Sa Peggy Callahan a souri aux spectateurs pendant 5 saisons, et ses voix vivent dans l'animation depuis des décennies. Toutes les légendes ne portent pas un bras bionique. Certaines se contentent de faire leur travail avec constance et de créer des personnages que le public aime indéfiniment. Numéro 7, Lindsay Wagner, dans le rôle de Jaime Sommers. Lindsay Wagner arriva dans L'homme qui valait 3 milliards en 1975 dans la peau de Jaime Sommers. Joueuse de tennis professionnelle, petite amie de Steve Austin et rescapée d'un accident qui reçoit un corps bionique. Wagner avait 25 ans et un rôle conçu comme une apparition d'invité allait transformer toute la franchise. Lorsque son personnage mourut à la fin d'un épisode en 2 parties, la chaîne fut submergée de courriers. Les producteurs ressuscitèrent Jaime en déclarant que sa mort n'était qu'une couverture pour une convalescence secrète. En 1976, Super Jaimie fut lancé comme série dérivée et devint un succès à part entière. En 1977, Wagner remporta l'Emmy Award de la meilleure actrice dans une série dramatique. La première actrice à recevoir cette récompense pour un rôle dans une série de science-fiction. Ce que peu de gens savent, elle avait failli refuser le rôle. Elle l'accepta comme un cadeau pour sa demi-sœur Randy, dont la série préférée était L'homme qui valait 3 milliards. Un geste d'affection, et elle devint l'icône d'une génération. 4 mariages, 4 divorces. De son 3e mari, le cascadeur Henry Kingi, elle a 2 fils. Dans les années 1986, elle parla ouvertement de ses problèmes de santé chronique, se plongea dans la médecine alternative et le bien-être, publia des ouvrages sur la santé et anima des séminaires de pleine conscience. En 2016, elle suscita une polémique en prêtant publiquement son image à un médicament controversé contre l'urticaire chronique. Mais cela n'entama pas l'affection que lui portent les fans de l'univers bionique. En 2026, Lindsay Wagner a 76 ans. Elle participe à des rétrospectives et des rencontres avec le public. Jaime Sommers fut l'une des premières femmes véritablement fortes de la télévision américaine. Wagner en reste l'incarnation vivante. Numéro 8. Monte Markham dans le rôle de Barney Miller / Barney Hiller. Monte Markham apparut dans L'homme qui valait 3 milliards dans l'une des intrigues les plus aimées des spectateurs, en incarnant le second homme bionique, dont l'esprit ne résista pas au poids de ce qu'on lui avait fait, et qui devint l'antagoniste de Steve Austin. Markham avait une 40aine d'années. Son personnage brisé, désespéré, est resté longtemps dans la mémoire du public. Le personnage s'appelait initialement Barney Miller,
Mais peu après la diffusion de l'épisode sur ABC, une populaire sitcom américaine portant ce titre exact commença à être diffusée. Aussi, lors de la seconde apparition du personnage, son nom de famille fut discrètement changé en Hiller pour éviter toute confusion. Ces choses-là n'arrivent qu'à la télévision. Ce que presque personne ne sait, Monte Markham était le premier choix pour incarner Steve Austin lui-même. Mais au moment du casting, il était engagé dans le rôle principal de The New Perry Mason, 1973 à 1974, et n'était tout simplement pas disponible. Le choix se porta alors sur Lee Majors. L'homme qui fut presque Steve Austin, par un simple concours de circonstances, finit par jouer son double sombre. Il y a dans cela quelque chose qui ressemble à une métaphore. Après les Bionics, Markham continua à travailler de façon régulière pendant des décennies. Dallas, Remington Steele, Melrose Place et bien d'autres. Une carrière longue et solide, sans l'ascension vers le végétariat absolu, mais avec un respect professionnel constant. En 2026, Monte Markham a 89 ans. Il occupe une place double dans l'histoire de la série, comme le protagoniste qui aurait pu être et comme l'auteur de la meilleure performance de méchant que le programme ait jamais connue. Il arrive que le plan B surpasse le plan A. Numéro 9, William Shatner en apparition invitée. William Shatner apparut dans plusieurs épisodes de L'Homme qui valait 3 milliards au milieu des années 1970. Il avait une quarantaine d'années. Avec Star Trek retiré des grilles en tant que série, Shatner maintenait une activité soutenue à la télévision tout en attendant le prochain chapitre de sa carrière, qui n'allait pas tarder. En 1979 sortit Star Trek, le film, et le capitaine Kirk retrouva le grand écran. 5 autres films suivirent. Entre 2004 et 2008, la série Boston Legal lui valut un Emmy et un Golden Globe. Puis le sommet. En octobre 2021, à 90 ans, William Shatner devint la personne la plus âgée à être allée dans l'espace. Il embarqua à bord d'un vaisseau de Blue Origin, la compagnie du milliardaire Jeff Bezos, et revint les yeux remplis de larmes. « C'était l'expérience la plus profonde que j'aurais pu imaginer, dit-il. Le capitaine Kirk, dans le vrai espace. » Un demi-siècle après la version fictive. En 2026, William Shatner a 94 ans. Il écrit des livres, accorde des interviews, apparaît dans des conventions. Son apparition invitée dans les Bionics est un trait minuscule dans une odyssée sans fin. Mais c'est bien avec ces traits-là que se compose la mosaïque d'un âge d'or. Numéro 10, John Delancey, en apparition invitée. John Delancey apparut dans L'Homme qui valait 3 milliards dans un petit rôle au milieu des années 1970. Très jeune, au tout début de sa carrière. Il avait à peine plus de 20 ans. C'était l'un de ses premiers crédits hollywoodiens, bien avant que son nom ne devienne synonyme de science-fiction. En 1987, il incarna Q dans Star Trek, la nouvelle génération, un être omnipotent, d'une intelligence acérée et totalement imprévisible, membre du continuum Q. Un rôle qu'il porta ensuite dans Deep Space Nine, Voyager, Strange New Worlds et d'autres productions de l'univers Star Trek sur près de 4 décennies. Q est devenu l'archétype du trouble fait charismatique dans la science-fiction américaine. Delancey est diplômé d'une école de théâtre conservatoire. Sa voix, son sens du rythme, sa capacité à exprimer une arrogance absolue tout en laissant transparaître un attachement secret aux mortels qu'il tourmente, tout cela vient d'années de discipline scénique. Dans sa vie personnelle, il s'est marié 2 fois et a évoqué ouvertement la façon dont le rôle de Q avait influencé sa perception de sa propre identité. En 2026, John Delancey a 71 ans. Il reste profondément engagé dans la communauté des fans de Star Trek. D'une toute petite apparition dans un succès bionique des années 1970, au statut de légende vivante. Tous les parcours ne sont pas aussi beaux. Numéro 11, Lee Majors, 2 dans les téléfilms de retrouvailles, Lee Majors Jr., le fils de la vedette principale de la série, apparu dans les 3 téléfilms de retrouvailles. Le retour de l'homme qui valait 3 milliards, 1987, Défi bionique, 1989 et Bionique pour toujours, 1994. Dans le premier, il avait environ 25 ans. Il jouait l'agent de l'OSI Jim Castilian, un opérateur de terrain efficace qui accompagnait les héros dans les 3 films. Pas un bionique, un simple être humain aux côtés de légendes. Et cela paraissait absolument juste, particulièrement lorsque cet être humain se trouvait aux côtés de son propre père.
Au générique, il apparaissait sous le nom de Quote 8, ce qui constitue en soi un document de paternité et de continuité. Et vers la fin du premier téléfilm, son personnage dit à Steve Ostan « Yamashar quote, Iners 9 ». Ce n'était pas simplement une réplique. Tout le monde sur le plateau savait exactement ce que ce moment signifiait. Son histoire commence par une perte. Lorsque sa mère quitta Lee Majors en 1964, l'enfant avait 2 ans. Il grandit sans la présence constante de son père. Des années plus tard, ils se retrouvèrent tous deux devant les caméras. En dehors des téléfilms, Majors 2 continua à travailler sur de plus petits projets dans les années 1990, sans chercher à atteindre la même notoriété que son père. Un choix délibéré. Vivre selon ses propres termes. En 2026, il a 63 ans. Sa place dans l'histoire bionique est unique. Le seul à avoir partagé cet écran avec son père dans cet univers, et à l'avoir fait avec une dignité totale. Numéro 12, Sandra Bullock dans le rôle de Kate Mason. Oui, vous avez bien lu. Sandra Bullock apparut dans l'univers bionique dans le téléfilm Défi bionique 1989, dans le rôle de Kate Mason, une jeune femme en fauteuil roulant depuis l'enfance en raison d'une maladie musculaire congénitale, qui devient le nouvel être humain bionique. Elle avait 24 ans. C'était l'un de ses premiers rôles marquants, bien avant que sa carrière ne prenne une dimension mondiale. La suite, tout le monde la connaît. Speed, 1994. La célébrité instantanée. Miss Détective, 2000. Collision, 2004. The Blind Side, l'éveil d'un champion, 2009. L'Oscar de la meilleure actrice. Le total des recettes mondiales de ces films dépasse les 5 milliards de dollars. En 2010, son mari de l'époque, Jesse James, fut pris en flagrant délit d'infidélité. Le scandale fit la une des médias du monde entier. Elle demanda le divorce, adopta 2 enfants et se reconstruisit avec une grâce remarquable. En 2026, Sandra Bullock a 61 ans. Après quelques années de retrait des plateaux, elle s'est consacrée à sa famille. Mais son empreinte dans le monde bionique demeure. Un petit rôle en 1989 fut le premier pas vers le sommet. C'est une chose qu'il faut savoir. Numéro 13, Farrah Fawcett et son lien avec l'univers bionique. Farrah Fawcett n'a jamais joué dans L'Homme qui valait 3 milliards en tant qu'actrice. Mais elle faisait partie de cet univers d'une autre manière, de 1973 à 1982. Elle était l'épouse de Lee Majors, et en 1976, quelque chose d'inédit se produisit. Lee Majors, dans L'Homme qui valait 3 milliards, et Farrah Fawcett, dans Drôle de Dame, dominaient simultanément les audiences d'ABC. Mari et femme, régnant sur le prime time dans 2 émissions différentes en même temps. Ce que tout le monde connaît, l'affiche de Farrah en maillot de bain rouge, datant de 1976, est la photo de célébrité la plus vendue de l'histoire du spectacle américain. Plus de 12 millions d'exemplaires. Et c'est toujours le cas. Ce dont peu de gens se souviennent, Farrah a parcouru un long chemin, d'un beau visage à une actrice accomplie. Son téléfilm The Burning Bed, 1984, consacré aux violences conjugales, reçut une reconnaissance critique authentique. Un rôle dans lequel elle risquait tout ce qu'elle avait construit comme image. Le 25 juin 2009, Farrah Fawcett mourut d'un cancer. Elle avait 62 ans. Michael Jackson mourut le même jour, et sa disparition fut en grande partie éclipsée par le déluge médiatique qui s'ensuivit. L'histoire entre elle et Lee Majors n'est pas seulement le mariage de 2 superstars. C'est une histoire d'amour qui résiste aux explications simples. Numéro 14. Elizabeth Montgomery, en apparition invitée. Elizabeth Montgomery, la star de la légendaire série Ma sorcière bien-aimée, 1964 à 1972, où elle incarnait la sorcière Samantha Stephens, apparue dans L'Homme qui valait 3 milliards en tant qu'invitée dans l'un des épisodes. Elle avait une 40aine d'années. Après la fin de Ma sorcière bien-aimée, elle cherchait activement des projets variés, et le genre de la science-fiction lui offrait précisément cela. En dehors des plateaux, Montgomery était bien plus audacieuse que son image de vedette de la comédie familiale pouvait le laisser supposer. Elle prenait publiquement position sur les droits civiques et les droits des femmes à une époque où cela demandait un vrai courage personnel. En 1985, elle tint le rôle principal d'un téléfilm consacré à un jeune homme assassiné en raison de son orientation sexuelle. Elle s'y engagea avec la conviction d'une militante, pas seulement d'une actrice. Sa vie personnelle ne fut pas simple. 4 mariages.
Une relation longue et complexe avec le réalisateur William Asher. Mais derrière l'image chaleureuse et domestique à l'écran se trouvait une femme aux convictions affirmées et à la volonté de les défendre. Le 18 mai 1995, Elizabeth Montgomery mourut d'un cancer du côlon. Elle avait 62 ans. Elle avait gardé son diagnostic secret presque jusqu'au bout. Sa disparition bouleversa l'Amérique entière. Son apparition dans les Bioniques est un trait de pinceau discret dans le portrait d'une femme qui a toujours été plus grande que n'importe lequel de ses rôles. Numéro 15, Lee Majors dans le rôle du colonel Steve Austin. Et nous voici au cœur de tout. Lee Majors est l'homme qui valait 3 milliards. Il est le seul présent dans la totalité des 108 épisodes, dans les 3 téléfilms pilotes de 1973 et dans les 3 téléfilms de retrouvailles. Lorsqu'il endossa pour la première fois le colonel Steve Austin en 1973, il avait 34 ans et il vécut à l'intérieur de ce personnage pendant plus de 5 années consécutives. Mais son histoire commence bien avant les Bioniques et elle est considérablement plus sombre que quiconque pourrait l'imaginer en regardant le héros invincible à l'écran. Il était né le 23 avril 1939 sous le nom de Harvey Lee Erie à Wyandotte, dans le Michigan. Son père mourut dans un accident du travail avant même sa naissance. Sa mère fut tuée dans un accident de voiture lorsqu'il avait environ 17 mois. L'enfant orphelin fut recueilli par un oncle et une tante du nom de Erie qui l'élevèrent. Devenu adulte, au moment de choisir son nom de scène, il adopta le nom Majors en hommage à l'une des figures de son enfance, Johnny Majors, joueur et entraîneur de football américain universitaire dont il admirait le parcours. La famille qu'il avait élevée portait un autre nom. Majors fut son propre choix, fait par admiration et respect, des cendres jusqu'aux écrans d'un pays tout entier. Son premier grand rôle vint avec le western La Grande Vallée, 1965 à 1969, où Barbara Stanwyck elle-même le prit sous son aile et lui enseigna le métier. L'essentiel, c'est d'arriver à l'heure, connaître son texte, se placer sur sa marque et garder la bouche fermée, se souvenait-il de ses paroles. Après, L'homme qui valait 3 milliards vint un nouveau succès, Casse-cou, 1985 à 1986. 3 grandes séries dans 3 décennies différentes. Il s'est marié 4 fois, avec Cathy Robinson, 1961 à 1964. Son fils, Lee Majors, 2, avec la légendaire Farrah Fawcett, 1973 à 1982, son mariage le plus célèbre. Avec Karen Velez, 1988 à 1994, 3 enfants, dont des jumeaux, avec Faith Noel Cross depuis 2002. Son épouse actuelle, avec laquelle il vit à Houston, au Texas. En 2003, il subit une opération cardiaque de pontage coronarien. En 2024, la sortie du film The Fall Guy avec Ryan Gosling, inspiré de sa propre série, apporta à son nom une nouvelle vague d'intérêt auprès des générations qui n'étaient pas là la première fois. En 2026, Lee Majors a 87 ans. Il est en vie, il est avec sa femme. Et il se souvient de tout. Le petit orphelin du Michigan, la star d'Hollywood des années 1970. Un homme assemblé à partir des pertes, est devenu meilleur, plus fort, plus rapide. C'est exactement ainsi que doit se terminer une belle histoire. L'homme qui valait 3 milliards n'était pas que du divertissement. C'était le miroir d'une époque, un temps où les gens croyaient en la science et en l'idée que la technologie pouvait rendre l'être humain plus grand qu'il n'était. Les acteurs qui ont construit ce monde ont traversé des victoires et des épreuves, des maladies et des scandales, des amours et des séparations. Certains d'entre eux sont partis. Martin Balsam, Darren McGavin, Martin E. Brooks, Richard Anderson, Elizabeth Montgomery, Farrah Fawcett, ils ne sont plus là. Mais le travail, lui, demeure. Et Lee Majors, Lindsay Wagner, Alan Oppenheimer, William Shatner, Jennifer Darling, John Delancey, ils sont encore parmi nous. Et c'est en soi quelque chose qui ressemble à un petit miracle. Si vous avez grandi avec ce son électronique et cette course au ralenti dans le désert, dites-nous dans les commentaires quel était votre personnage préféré et ce qui vous a le plus surpris dans cette vidéo. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. De nombreuses autres histoires arrivent, consacrées aux hommes et aux femmes qui ont fait l'âge d'or de la télévision. Parce que derrière chaque image à l'écran se trouve un être humain bien réel, avec sa propre douleur, sa propre joie et son histoire unique et irremplaçable.